Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans Info Hebdo, un permis piéton, la suite et fin de la restauration du monument funéraire d'Oberbronn, la protection des batraciens en période de migration à Dambach et le traditionnel carnaval d'Oberbronn. C'est parti. C'est dans le cadre d'une action commune entre la gendarmerie et l'éducation nationale qu'a été instauré le permis piéton. Les élèves de CE2 de l'école du centre de Reichshofen ont participé à ce programme pédagogique et les élèves se sont vus remettre leur diplôme par le commandant en chef de la gendarmerie en présence du maire de Reichshofen et du sous-préfet de Haguenau. Stratemeyer Émilie. Auberian. Suplon Tiffany. La formation s'est faite au mois de janvier et c'est une préparation en classe, faite essentiellement, donc tout ce qui est pédagogique a été fait par Madame Schuppert. Et ensuite, moi je leur ai fait passer le test. Donc c'est un questionnaire de 12 questions, sur 20 points. Et tous les élèves qui ont réussi à avoir plus de 15 sur 20 sont titulaires du permis piéton. Je suis assez satisfait du résultat puisqu'il y a 85% des élèves qui ont réussi à avoir ce permis piéton et pour le reste, pour les 25% restants, ils le repasseront. Cette action, qui est un désir de la gendarmerie, est destinée à amener les enfants du stade de la découverte d'un permis piéton, qui leur permet donc d'évoluer sur le trajet maison-école, par exemple. C'est déjà une partie de cette découverte. Et on va les amener petit à petit jusqu'au brevet de sécurité routière qui leur permettra de conduire, de piloter un cycle moteur. Donc il y aura une étape intermédiaire, c'est le CM2 où ils mettront en pratique sur une piste et avec des vélos, ce qui a commencé à leur être inculqué par le biais du permis piéton. Edelstein Priska. Verissimo Déborah. Je pense que c'était une réussite parce que les enfants ont très très bien accueilli la chose et les enseignants aussi. Donc première expérience tout à fait positive qui sera renouvelée dans les mois à venir sur l'école primaire de Niederbronn et sur Gundershofen. Alors tu as ton permis, dis-moi. Ouais, je suis trop heureux. Et ça va, trop contente. La mise en place du monument funéraire de l'église protestante d'Oberbronn est quasiment achevée. Les différentes parties qui composent cette œuvre d'art sont désormais fixées dans le mur, il reste simplement quelques finitions à effectuer autour. Il aura fallu près de 5 années pour concrétiser ce projet. La municipalité se félicite d'une telle réalisation qui valorise davantage cette église du XVIe siècle. Elle espère notamment qu'elle favorisera le tourisme. En 2002, lors de la venue des descendants des seigneurs suédois à Oberbronn, le public prend conscience de cet édifice qui repose depuis plus de 200 ans sur une tombe et dont personne ne se souciait jusqu'alors. Monsieur Charles Serfas, historien du village, prend alors contact avec le maire et le pasteur pour entreprendre une restauration. Ce monument a été sculpté en l'honneur du baron Louis de Sinclair, né à Stockholm en 1680 et décédé à Strasbourg en 1738. Eh bien, il s'est trouvé qu'en 1710, la dernière dynastie qui était en fonction à Oberbronn, c'était les Leining in Westerburg. Et en 1710, il y avait une dame héritière, Juliana, qui a donc marié à 56 ans le jeune Sinclair qui avait 30 ans. Et alors, peu à peu, cette seigneurie est passée dans les mains de cette nouvelle famille suédoise qui s'est instituée à partir de 1710 à Oberbronn jusqu'à 1856, où les derniers descendants des Sinclair ont vendu le château aux sœurs d'Oberbronn. Ben là, ça a duré avec la restauration, ça a duré, il y a bien un mois de travail, quoi, à peu près, avec la restauration. Un peu plus d'un mois, peut-être. La restauration, c'est-à-dire
Le nettoyage des pierres, rebouchage des fissures, restaurer les pierres, les remettre un peu dans un état... elles n'étaient pas très abîmées de toute façon, elles étaient quand même elles sont très bien conservées quand même. En fait, les difficultés qu'on a rencontrées, c'était bien sûr le poids de la pierre, d'aller venir mettre la pierre dans le mur. Ça a été la plus grosse difficulté, on va dire. Et donc on a dû procéder bien sûr par étapes, donc pierre par pierre. On a dû à chaque fois modifier l'échafaudage pour pouvoir venir à fleur de chaque pierre à chaque fois, pour pouvoir venir encastrer le morceau qui se trouve au-dessus. En ce qui concerne le monument lui-même, on peut en déduire que c'est un militaire, parce qu'effectivement, il y a des drapeaux, et en particulier, c'est un officier suédois qui était dans le service du roi de France. On trouve sur les drapeaux la fleur de lys. Les descendants de cette famille suédoise, intrigués par cette restauration, sont attendus pour admirer le résultat lors de l'inauguration officielle prévue prochainement. En cette fin février, le temps doux et pluvieux a réveillé crapauds et grenouilles qui commencent leur période de migration. La Ligue pour la protection des oiseaux et l'association Nature du pays de Niederbronn sont intervenus entre Dambach et Jägertal afin de protéger les batraciens qui s'aventurent sur la route. On le déroule. Oui, on déroule tout. Donc en fait le principe c'est on met des filets au bord d'une route pour empêcher les batraciens de traverser, et tous les 10 à 15 mètres il y a des seaux qui sont enterrés, donc les batraciens tombent à ce moment-là dans les seaux, et puis tous les matins il y a des bénévoles qui effectuent le ramassage. Ça permet tous les ans de sauver grosso modo 30 000 batraciens. Ces batraciens se trouvent en forêt jusqu'au sommet, et à un moment de l'année ils sont obligés de retrouver une mare pour se reproduire, pour pondre leurs œufs. D'où le phénomène de migration. Donc il faut que les conditions soient très pluvieuses, les batraciens aiment bien l'eau, et bien sûr assez chaudes pour que les œufs puissent éclore assez rapidement. Le crapaud passe très peu de temps dans la mare finalement, c'est que l'espace de 8 jours, dès que la ponte est terminée, il reste encore un certain temps, puis regagne progressivement de nouveau le site d'où il est venu. Parfois c'est jusqu'à 5 km. La migration est surtout dangereuse pour les batraciens à l'aller, c'est-à-dire à l'aller à la mare. Pourquoi cela? Parce que le mâle cherche une zone nue où il voit très loin, où il n'y a pas d'herbe, pas d'arbre, pour qu'il puisse émettre son chant et repérer la femelle d'assez loin pour pouvoir la rejoindre. Donc la route pour lui c'est un milieu, c'est un endroit propice, et donc là il reste pas mal de temps à attendre la femelle, et c'est là également qu'il a le plus de chances de se faire écraser. Cette opération est aussi l'occasion d'observer les batraciens et de les recenser. C'est un couple, donc le mâle au-dessus, le mâle beaucoup plus petit que la femelle qui est vraiment bien pleine, ça se remarque. Voilà. Donc là, comme ça, ils partent ensemble à la mare, la femelle pond les œufs et le mâle les féconde. Donc patte avant, si tu vois une partie noire sur l'avant, c'est que c'est un mâle. Et là, ça s'appelle des pustules, les petites bosses, c'est des pustules. Ça sécrète un liquide pour que la peau soit toujours bien élastique, c'est ça? Et ça sécrète aussi un poison pour éloigner les prédateurs. La migration retour est beaucoup plus aléatoire, elle peut se faire au bout de 8 jours, 15 jours. Donc là, il n'y a pas cette période où le crapaud stagne sur la route pour attendre. Il ne fait que traverser. Et là, effectivement, il y en a l'un ou l'autre qui se fait écraser, mais c'est en moindre mesure. Au bout de 2 mois, les petits crapelets sortent de la mare et s'éparpillent dans toutes les directions autour de la mare pour devenir ensuite des adultes à leur tour et migrer quelques années après comme leurs parents. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Comment il se dirige, on sait qu'il utilise le magnétisme terrestre. Comment il retrouve sa mare, comment il se déplace, à quelle période de l'année il doit retrouver sa femelle. Tout cela, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Le carnaval connaît toujours autant de succès à Oberbronn.
Pour la 3e année consécutive, l'association Autour de l'école a organisé une après-midi déguisée pour les enfants. L'après-midi commence par une heure de concours de déguisement. Cette année, 4 catégories de costumes sont organisées. Les princesses, les héros, les animaux et la catégorie d'hiver. Avec premier prix, deuxième prix, troisième prix, comme habituellement. Et un diplôme décerné à chaque enfant. Victoria, ouais, premier prix, ouais. 4 deuxième prix, Héloïse, Marine, Anna et Claire. Bravo! Et cette année, nous avons un peu innové, nous avons changé de salle. Et nous avons aussi changé de formule, vu le temps incertain. On a proposé l'école des femmes. Donc vous proposez à votre public une chanson, ceux qui veulent chanter. Qu'est-ce que tu veux chanter? Ah voilà, allez, on y va. J'ai reçu plan-plan, j'ai reçu plan-plan, j'ai reçu un bon tambour. Et je joue plan-plan, et je joue plan-plan, et je joue quand il fait jour. C'est vraiment merveilleux pour eux de se déguiser, de se montrer là en spectacle, de chanter devant un public qui les applaudit, c'est merveilleux. Il y a quelques-uns qui ont vraiment une belle voix et qui méritent de chanter et qu'on les écoute. J'avais très très mal aux dents, ouh là là, j'ai mal aux dents. Maintenant, ils vont s'amuser, ils vont se défouler, ils vont danser un peu. Hein. On va leur passer quelques chansons et morceaux de musique à la mode. Hein. Et après, ça se terminera avec le goûter. Ce qui m'étonne toujours, je vous dis, c'est l'investissement. Hein. Les beaux costumes, que ce soit loués ou pas, je veux dire, ou fabriqués par les mamans, c'est vraiment toujours très étudié. Ça se passe très bien et puis on est pas mal de mamans, donc c'est bien, c'est une après-midi en fait prévue pour ça. Et le carnaval, ça permet de se lâcher, vous voyez bien. Et voilà quoi. En quoi es-tu déguisée? En africaine. En indienne. En pirate. En Blanche-Neige. Pourquoi as-tu choisi ce déguisement? C'est la première idée qui m'est venue à l'esprit. À cause sont très belles. Parce que j'aime bien le film. Je sais pas. L'association propose tout au long de l'année des animations pour les enfants, mais très ponctuelles, hein, pas régulières. Donc ces animations, c'est comme aujourd'hui le carnaval, c'est aussi la chasse aux œufs qui a lieu la première semaine des vacances de Pâques, le mercredi après-midi. Cette année, ce sera le 18 avril. Et cette chasse aux œufs se passe au camping de l'Oasis, à Oberbronn. La protection de l'environnement est une notion qui prend de plus en plus d'importance, même dans la vie des entreprises, encore faut-il qu'elles le veuillent. Ces dernières peuvent décider de faire des gestes simples et écologiques, comme par exemple gérer mieux leur consommation de papier. On peut, par exemple, freiner la consommation de papier en profitant des possibilités de l'informatique, ne plus imprimer les mails à tout bout de champ par exemple, mais on peut également décider de passer au papier recyclé et entrer dans un circuit plus responsable. D'après les imprimeurs locaux, passer au papier recyclé est plus cher et donc la demande ne suit pas toujours.
Nous sommes à l'agence 19B à Reichshofen. Ici, on fait de l'éco-communication et de l'éco-conseil. Explication par le directeur de l'agence. On prend en règle générale tout ce qui est création, j'allais dire publicitaire, mais ce n'est pas tout à fait le bon terme, tout ce qui est communication en tant que telle. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de fabriquer des cartes de visite. Donc on prend la créa, la mise en page, jusqu'à l'impression finale. Alors pour ça, on fait appel à des imprimeurs qui, eux, sont labellisés Imprime Vert. Donc toujours dans l'esprit environnemental. Mais on fait aussi des sites internet. Alors on peut faire des sites internet entre guillemets simples, quoique ça n'existe pas réellement, jusqu'à des sites internet vraiment très compliqués, avec une programmation vraiment faite réellement pour ce site-là, donc vraiment personnalisée. Des tracts, des affiches, tout ce qu'il y a, vraiment des habillages véhicules, panneaux signalétiques, enseignes, etc. Notre plaquette a été créée par exemple sur du papier 100% recyclé. Alors au toucher, ça ne se sent absolument pas. C'est parti chez un imprimeur Imprime Vert, donc l'encre qu'on a dessus est à base d'huile végétale, donc pas polluante du tout. Et quand on touche et quand on regarde, finalement la plaquette est vraiment très agréable au toucher, malgré que ce soit du papier recyclé. Et on lui a donné en plus une forme arrondie, parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire, on va lui donner la forme qui va faire que les gens vont vraiment accrocher sur la plaquette. Dans cette agence, on propose, mais on n'oblige pas le client à passer à du papier 100% recyclé ou provenant de forêts gérées durablement. Apparemment, passer à du papier recyclé dépend des mentalités, mais également du coût que cela implique. Est-ce qu'on peut forcer à boire quelqu'un qui n'a pas soif? Le papier recyclé n'est pas à la mode aujourd'hui en France. Parce qu'il n'est pas blanc, parce qu'il est vendu à peu près, disons, 10% plus cher qu'un papier traditionnel. Mais je pense que principalement c'est parce qu'il n'est pas blanc. Et en France, on a la culture du blanc. On a l'impression que si on prend un papier qui n'est pas blanc, c'est un papier bas de gamme, c'est un papier qui n'est pas valorisant pour l'entreprise, pour l'image qu'on veut donner. Donc c'est toute une mentalité à changer. Alors les imprimeurs n'ont peut-être pas fait tout leur travail non plus, mais j'aurais tendance à penser qu'on n'est pas les seuls à ce moment-là. Papaya pa, papaya pa. Vous avez trois grands processus qui sont le papier issu de forêts gérées durablement. Alors c'est quoi? C'est les coupes qui se font aujourd'hui, les déchets entre guillemets, donc ce qui n'est pas utilisé par les menuisiers ou par les tonneliers, est récupéré et envoyé aux papetiers pour la fabrication du papier. C'est ça en gros. On ne coupe plus en fait du bois juste pour faire du papier. Ça c'est terminé. En tout cas en France. Vous avez ensuite le papier sans chlore, donc c'est un dérivé de chlore qui est utilisé pour nettoyer le papier et le blanchir, avec la particularité qu'il ne pollue pas, qu'il n'y a presque pas d'odeur par rapport au chlore avant, et que le processus va vous permettre de nettoyer l'eau et de la réutiliser autant de fois que nécessaire. Donc ça vous fait économiser de l'eau, puisque vous l'utilisez, je dirais presque une seule fois, et vous faites le tour régulièrement. Donc voilà pour le papier sans chlore. Et le papier recyclé, on récupère l'ensemble des papiers que tout le monde, entre guillemets, jette, ou en tout cas est censé mettre dans les bennes bleues. Et ce papier-là est réutilisé, donc il y a une refabrication, on va sortir les fibres de ce papier-là, et on réutilise ces fibres-là pour refaire du papier. Les chutes de papier sont stockées dans des box, et régulièrement, une entreprise de Strasbourg qui s'occupe du retraitement du papier vient les chercher. Et ces papiers partent après en usine, sont triés et sont donc servent à faire du papier recyclé puisqu'ils sont donc traités et puis désencrés. Donc tout ce qui est imprimé, ce qu'on voit bien ici, sera donc nettoyé dans des bains. Est-ce que les imprimeurs sont obligés de recycler leur papier? Aujourd'hui, oui. Quasiment, oui. Oui, on n'a pas d'autre moyen parce qu'on ne peut pas les stocker. Est-ce que vous connaissez un petit peu la position de l'Allemagne sur le papier recyclé? Ils sont très en avance sur nous, mais exactement comme dans le tri des déchets. Ils sont beaucoup plus en avance, donc ils ont une gamme qui est plus étendue, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est un produit qui est plus mis en avant en Allemagne. Mais bon, en Allemagne, les gens sont plus demandeurs, ils sont plus attentifs à l'environnement. Bon, ils ont été les premiers à mettre des pots catalytiques sur les voitures, donc ils ont toujours été en avance. Donc ils sont plus attachés à ça que nous, ça c'est clair. Ouais. Sur du papier, j'allais dire vierge, partez du principe que pour 176 000 papiers A4,
vous avez coupé 176 arbres. Voilà. Donc je vous laisse imaginer dans une forêt, quand c'est coupé, l'effet que ça peut faire, quoi. Mais ça, le problème du recyclé, c'est qu'il n'est pas blanc. Bon, ça c'est un catalogue allemand. Donc en Allemagne, le catalogue en recyclé, il a une certaine épaisseur, quoi, une certaine densité. Donc il y a de quoi faire. Mais le problème, c'est que tous ces papiers ne sont jamais blancs. Ça, c'est que du papier recyclé. Ça, c'est des recyclés. Ils ne sont pas forcément 100% recyclés, mais si, ça c'est 100% recyclé. Ils sont recyclés. Après, ils le sont un petit peu moins. Là, ils deviennent plus blancs, mais ça, c'est des papiers qui sont partiellement sans chlore. Donc ils deviennent plus blancs, mais c'est plus des recyclés. Donc le problème, c'est que même si en Allemagne, ils ont une gamme de produits qui est plus importante qu'en France, on en revient toujours au même point, c'est qu'à un moment donné, c'est pas blanc. Alors convaincre le client d'accepter d'avoir une tête de lettre sur un papier comme ça, alors que traditionnellement, c'est ça, hein, c'est pas non plus... c'est pas simple. Hein. Pour l'éco-conception ou l'éco-communication, il faut déjà travailler en amont du projet. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir par rapport au client qu'est-ce qu'il souhaite faire, quel en est le but, quelle cible il vise, le nombre d'exemplaires qu'il souhaite faire. Et une fois qu'on a ce type d'informations-là, on va pouvoir faire des propositions par rapport à l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec lui, suivant ce qu'il nous demande. S'il nous demande un catalogue, par exemple, suivant le nombre de pages, on va pas forcément partir sur du papier recyclé pour une question pratique. Donc on va peut-être partir sur un papier différent, mais alors là aussi labellisé, soit issu de forêts gérées durablement, soit fabriqué sans chlore, avec un toucher beaucoup plus agréable et le papier beaucoup plus solide. Donc ça par exemple on le fait, mais tout le travail de conception pour nous démarre en amont. Si on n'a pas un minimum d'informations, on ne va pas pouvoir dire à la personne voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez. Et à partir du moment où c'est validé par le client, donc qu'il a compris notre démarche, on fera le devis à ce moment-là. C'est par hasard qu'il est passé nous rendre visite et proposer ses services. À ce moment-là, je lui ai proposé de faire une prestation complète. Ce qui m'a aussi plu, c'était sa partie de traiter les factures ou le papier en tête sur du papier écologique. La partie environnementale nous intéresse beaucoup, puisqu'on veut se lancer dans le photovoltaïque, donc une énergie propre, une énergie électrique propre, pour les réserver un avenir propre pour nos enfants et proposer un service qu'on n'a pas encore trop l'habitude de voir dans nos régions. D'accord. Et les autres imprimeries ne proposent pas de travailler de manière plus écologique aussi? Ils ne mettent pas en avant leur procédé. Donc voilà, lui il a mis ça en avant. Ça m'a bien plu, donc on a finalisé ensemble et on a pu travailler ensemble sur ce projet-là. En règle générale, on est bien accueillis. C'est vrai qu'en règle générale, alors souvent, ça me fait souvent sourire parce que souvent les clients n'y pensent pas forcément. Aujourd'hui, malheureusement, passer par l'éco en termes... Alors pour nous, agence, c'est tout aussi rentable. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que ça coûte plus cher parce qu'on passe sur de l'éco. Dans notre création, ça reste la même chose. Par contre, effectivement, l'achat du papier est aujourd'hui, malheureusement, encore un petit peu plus cher. Maintenant, quand vous discutez avec un imprimeur, il vous le dira, et c'est aussi le discours que nous on a, plus il va y avoir de demandes, plus ces tarifs-là vont commencer à baisser et à ressembler aux tarifs du papier normal. C'est un petit peu le problème de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de demandes. Donc nous, on pousse les gens, plus il y en aura, plus les tarifs baisseront, quoi. Je crois que c'est effectivement ça, c'est un problème de connaissance. Ils n'ont pas forcément la notion d'eux. Et on est là pour ça, quoi, aussi. Papaya pa, papaya pa, papaya pa, papaya pa. J'ai réalisé ma première maquette lorsqu'on a projeté de construire notre maison. Et comme mon beau-père était aveugle, il demandait souvent où se trouve la cuisine et pour accéder à l'escalier. Bon là j'ai réalisé qu'une maquette ferait l'affaire pour qu'ils comprennent à peu près
l'emplacement des différentes pièces. Donc j'ai réalisé, d'abord je voulais la faire en carton, mais par la suite je me suis dit, je vais la faire en contreplaqué, c'est quand même plus solide. Et puis par la suite, il y a un jeune couple qui avait projeté de construire. Et là, je les ai demandé si ça les intéressait d'avoir une maquette de leur maison. Bon, ils ne savaient pas trop, ils ont regardé la mienne, et là, ils étaient d'accord. Donc j'ai réalisé la maquette, et c'est là vraiment que j'ai remarqué que les gens qui n'ont jamais vu ça, qui regardent le plan, mais qui ne comprennent pas trop le plan, en voyant une maquette, c'est beaucoup plus simple à se faire une image de leur future maison. C'est pour ça que ça m'a poussé à continuer. Et voilà, c'est une distraction maintenant et c'est devenu une passion. Et cette passion, Gérard Léonard a pu en faire profiter ses voisins, sa famille et ses amis, de Wörth à Markolsheim en passant par Dambach ou Niederbronn. Il en est aujourd'hui à sa 17e maquette. Ces maquettes sont entièrement démontables. Je retire le premier étage. Et là, vous avez le rez-de-chaussée. Cette minutie et ce savoir-faire, il l'a appris par l'expérience, mais l'a peut-être aussi en partie hérité de son père, ébéniste, dont il a repris l'atelier. Ça, c'est du bois de récupération de palettes que je démonte et puis je récupère les planches qui sont à peu près droites et que je réussis à raboter à 10 ou 12 mm. Je les utilise presque uniquement pour l'entourage du terrain ou l'entourage de l'excavation. Là, il y a des récupérations. Par exemple, ce genre de petites boîtes, c'est pour réaliser les bassins de petites piscines. Là, il y a également du bois de récupération que je peux utiliser. Ça, c'est le premier essai que j'ai fait pour réaliser une porte-garage séquentielle. Le plus difficile à trouver, c'était le guide. Les lamelles, bon, ça je connaissais, je savais faire. Par contre, les guides, bon, heureusement j'ai trouvé. C'est ce coin d'une barquette de glace. Les difficultés, c'est souvent le perçage. Par exemple, les barreaux là, dans le portail. Là, c'est vraiment presque de la bijouterie. Ingéniosité, patience et précision sont les qualités dont Gérard Léonard sait faire preuve pour réaliser ses maquettes qu'il veut le plus fidèle possible à la réalité. Il me faut absolument le dossier complet des plans. C'est-à-dire à partir du plan de masse jusqu'au plan de détail, les plans qu'utilisent les maçons pour faire la construction. Et en plus, il faut également les relevés de niveau, les relevés topographiques de chaque borne du terrain, c'est-à-dire chaque coin de relevé topographique pour que je puisse réaliser le relief. Cette rigueur n'empêche cependant pas un brin de fantaisie. Une petite particularité à cette maquette, ça concerne surtout le terrain, comme elle est longée par le petit ruisseau d'Edenbach, j'ai imaginé de mettre un petit manège actionné par une roue à aube. Par contre, la roue à aube, je ne l'ai pas réalisée, ça prenait trop de temps. Alors j'ai mis une simple manivelle. Voilà. En plus, un ruisseau, on parle de poissons, alors là, c'est le propriétaire qui est en train de pêcher. Mon plaisir personnel, c'est de voir le sourire et la surprise des gens quand ils voient la maquette terminée. Je me rappelle d'un technicien en bâtiment, il était KO presque devant la maquette de sa maison. Pourtant lui, il s'y connaît en plan et il pouvait bien s'imaginer l'ensemble de sa maison. Mais vraiment là, c'était une surprise. Et pour moi, c'était une agréable surprise.